expert en prévention et contrôle des infections. Je travaille dans les institutions militaires. Ah, merci beaucoup Yannick d'être là. Donc aujourd'hui, nous avons une forte communauté de la RDC connectée. Merci à vous. Alors, on va donner la parole peut-être à Opaba ou à Sira Demba Dramé. Bonjour à Moussa Bonjour, Traoré. bonjour, prof. Bonjour à la communauté. Merci d'être ici parmi vous. Sira, est-ce que vous pouvez vous présenter pour que tout le monde euh, sache Oui, je exactement suis qui vous technicienne êtes? supérieure. Oui. C'est Sira Demba Dramé. Je suis technicienne supérieure. J'exerce à l'hôpital Saint-Louis, au laboratoire de l'hôpital Saint-Louis. Merci beaucoup. Merci. Merci, Sira. Bonjour à tous les collègues de Saint-Louis. Modou Niane. Bonjour. Bonjour, professeur. Vous allez bien? Oui, ça va. Et vous, pouvez vous Moi, présenter? c'est le docteur Mamadou Mbacké Niane. Je suis pharmacien industriel. J'évolue à Teranga Pharma en tant que pharmacien affaires réglementaires et assurance qualité. Merci. Vous êtes dans quelle structure, Modou? À Teranga Pharma. Comment? Industrie Teranga Pharma. Ah, Teranga Pharma, d'accord, d'accord. Teranga Pharma qui fait de très bonnes choses en ce moment dans le domaine industriel, industrie pharmaceutique au Sénégal. Merci beaucoup. Bonjour, Papi. Papi Ishika. Bonjour. Votre micro est fermé. Votre micro. Papi, votre micro est fermé. Vous me recevez maintenant, professeur? Oui, maintenant on vous reçoit très bien. Merci beaucoup. Je disais, je suis en RD Congo, dans la Oui. ville de Kolwezi, province du Lualaba. Mhm. Je suis microbiologiste, enseignant-chercheur à l'Institut supérieur des techniques médicales de Kolwezi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toute la communauté congolaise d'être là, à tous les collègues du Sénégal, du Mali, de la Guinée, pour ce que je vois. Merci à tous d'être là. De la Côte d'Ivoire. Qui est de la Côte d'Ivoire ici? Qu'on réclame les gens de la Côte d'Ivoire? Je ne sais pas s'il y en a qui sont connectés aujourd'hui. Aminata Maïga, vous êtes du Mali. Qui est de la Côte d'Ivoire? Je ne vois pas pour le Oui, moment. c'est bien. Comment? Aujourd'hui, il n'y a pas Abidjan. Pas les champions d'Afrique. Non, non. Il n'y a pas d'éléphant aujourd'hui. Bon, en tout cas, merci d'être là. Nous allons, sans plus tarder, il est 13h07. Non, on peut peut-être partager. C'est déjà fait. Vous voyez l'affiche du jour. Donc, on doit parler de la problématique de la gestion des déchets biomédicaux dans la région de Thiès. Et pour cette session, nous avons comme présentatrice de cas Dr. Awandong Ba, qui est pharmacienne. Elle va se présenter. Elle est PhD en toxicologie, enseignante-chercheur à l'UFR Santé de Thiès. Et comme expert, nous avons Dr. Pauline Yacine Sen, qui est titulaire d'un PhD en virologie et qui est biologiste au niveau du laboratoire. L'équipe technique qui nous permet de nous voir, de nous entendre aujourd'hui, est constituée de Madame Thiam, Dianke Samate et de Monsieur Conan Alphonse Assouma. Voilà, donc l'agenda du jour. Donc après les quelques salamalecs là, de présentation, nous allons commencer la session proprement dite par une petite introduction, puis suivra la présentation du cas avec Dr. Awandong.
Ensuite, nous aurons quelques échanges avec la communauté. Puis, on demandera à l'experte Dr. Pauline Yacine Sen de nous faire sa présentation. Également, il y aura une session de questions-réponses avant de clôturer la session. Alors, pour ceux qui sont peut-être ne connaissent pas bien le principe de ECHO, il y a quelques informations importantes qui sont là présentées. Tout d'abord, on va vous demander de fermer votre micro lorsque vous ne parlez pas, de garder votre vidéo allumée tout au long de la session, autant que possible. Et lorsque vous prenez la parole, n'hésitez pas à lever la main et à vous présenter. On va tous essayer d'avoir un débit Internet suffisant. Et si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Vous avez soit la possibilité de lever la main ou d'utiliser les fonctions de levée de main de Zoom. Diapo. Alors, si vous avez un souci, vous avez le chat WhatsApp. Vous pouvez poser vos questions. Notre équipe technique, support informatique, se fera un plaisir de vous aider. Cette session, elle est enregistrée, c'est le principe de base, et en y participant, vous acceptez d'être enregistré. Merci pour cela. Alors, nous recommençons les sessions éco-labo bonne pratique. Donc, pour cette nouvelle année scolaire ou universitaire, alors, il est possible d'avoir un certificat de participation, mais on vous demandera vraiment de vous connecter, de vous inscrire. Si vous n'êtes pas inscrit à la session et que vous vous connectez juste avec le lien WhatsApp, vous risquez de ne pas pouvoir avoir le certificat. Donc, vraiment, merci de vous inscrire via la plateforme ECHO de façon à pouvoir recevoir les informations en continu et d'être comptabilisé par l'outil de gestion des données. Alors, les données que nous collectons peuvent être utilisées à titre informatif, mais vraiment de façon absolument confidentielle. Et donc, c'est juste pour pouvoir montrer ce que nous faisons, pour faire des rapports et valoriser ces sessions. Diapo. Donc, pour finir, vous avez ce lien WhatsApp qui nous permet de partager des informations, de poser des questions que vous pouvez partager autour de vous pour faire connaître notre communauté. Mais encore une fois, vraiment, nous vous demandons de participer aux sessions après vous être inscrite sur la plateforme. Voilà, donc merci beaucoup. Merci, Dianke. Je vais maintenant donner la parole à l'expert du jour, Dr. Pauline Yacine Sen, qui va se présenter. Pauline, vous avez la parole. Bonjour la communauté, bonjour prof. C'est Dr. Pauline Yacine Sen, je suis biologiste et la responsable de l'hygiène et de la sécurité au niveau du laboratoire. Je tenais toutefois à remercier le professeur pour la confiance que vous m'avez accordée en m'invitant en tant qu'expert à cette session. Merci beaucoup, Pauline. Je pense que la thématique de la biosécurité est une thématique extrêmement intéressante. Tu as un travail remarquable au niveau du laboratoire. C'est un laboratoire qui vient d'avoir une visite d'accréditation. Nous attendons les résultats, mais ce qu'on peut dire, c'est que la composante biosécurité pour notre laboratoire est extrêmement importante. Et donc, je pense au-delà de notre laboratoire, tous les laboratoires d'analyse biomédicale sont confrontés au même souci de gestion des déchets. Donc, pour moi, c'était important qu'on ait une session sur la gestion des déchets. Et pour cette session, nous avons le plaisir d'accueillir Dr. Awandang Ba de l'UFR Santé de Thiès. Dr. Ba, est-ce que vous pouvez ouvrir, voilà, vous êtes déjà là, peut-être vous présenter de façon un peu plus formelle aux membres de la communauté. Vous avez la parole. Merci beaucoup, cher maître, professeur Alimato.
Alors, c'est un réel plaisir pour moi de partager cette session avec vous. Je salue l'experte de cette session, Dr Sen, Pauline, mais également toute la communauté de cette plateforme Ecolabo, Bonne Pratique. Alors, moi, je suis Dr Awandongba, je suis pharmacienne, toxicologue, donc au niveau du laboratoire du Centre hospitalier régional de Thiès, et je suis en même temps enseignante-chercheur à l'UFR Santé de Thiès. Et je suis chargée aujourd'hui de vous présenter le cas pratique sur la problématique de la gestion des déchets biomédicaux dans la région de Thiès. Avec votre permission, je vais partager le support de présentation. Allez-y, docteur Awa, vous avez la parole. C'est bon, allez-y. Bien, merci, professeur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la problématique de la gestion des déchets biomédicaux dans les laboratoires de la région de Thiès. Alors, le domaine du système de management de qualité concerné par le cas pratique soumis ce jour relève du processus de la biosécurité. Et nous savons que ce processus biosécurité est transversal parce qu'on le retrouve aussi bien dans la phase pré-analytique, dans la phase analytique, mais également dans la phase post-analytique. Et ce processus biosécurité, on va dire, est soutenu par un suivi des actions correctives et préventives, par une maîtrise des enregistrements, par un processus d'audit et d'évaluation, par un suivi de la performance du laboratoire à l'aide d'indicateurs de qualité, mais également par une bonne gestion des risques. Alors, notre cas de ce jour concerne la gestion des déchets, notamment les déchets biomédicaux, et l'écart est de type non-conformité. Il faut noter en fait que c'est suite au constat de non-conformité relevé au sein de notre laboratoire du Centre hospitalier régional de Thiès, donc que nous avons décidé d'élargir cette évaluation vers les autres laboratoires de la région de Thiès, notamment du département de Thiès. Et donc, ce sujet a été confié à un étudiant de l'UFR Santé dans le cadre de sa thèse d'exercice en pharmacie pour mener donc cette évaluation de la gestion des déchets biomédicaux dans les structures de santé à Thiès, notamment au département de Thiès. Alors, la pertinence de ce cas s'explique par le fait que, on va dire que les déchets biomédicaux constituent une large gamme de matériaux toxiques. Alors, entre autres, on retrouve les produits chimiques avec les réactifs, on retrouve les produits biologiques avec le sang, les urines, on retrouve également les OPCT, c'est-à-dire les objets coupants, tranchants, piquants. Et donc, tous ces déchets-là, on va dire, sont générés par les établissements de santé qui, malheureusement, n'ont pas de système de traitement suffisant. Et donc, ces déchets-là, lorsqu'ils sont mal gérés ou bien lorsque l'élimination n'est pas appropriée, ils vont être disséminés dans l'environnement, ce qui est donc à l'origine des risques sanitaires et des risques environnementaux importants. Donc, l'évaluation de la gestion des déchets biomédicaux s'avère nécessaire pour identifier, on va dire, les écarts éventuels et mettre en place des actions correctives et préventives. Ainsi donc, une étude pilote a été réalisée donc, sur un échantillon de 8 laboratoires au niveau du département de Thiès, parmi les 22 laboratoires existants dans la région. Donc, il s'agit des laboratoires du Centre hospitalier régional de Thiès, du district sanitaire de Khombol, du district sanitaire de Diziep, du district sanitaire de Pout, du centre de santé Keur El Hadj Malick
de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, de l'hôpital Barthélemy et enfin du laboratoire de l'UFR Santé de Thiès appelé UMRET. Alors, les données ont été recueillies à l'aide d'un questionnaire qui comportait plusieurs aspects relatifs à la gestion des déchets biomédicaux au laboratoire, avec des rubriques relatives au tri, aux équipements de collecte et de stockage des déchets, au système de codage par couleur des réceptacles, au transport des déchets, à la zone d'entreposage de ces déchets biomédicaux, mais également au traitement des déchets biomédicaux. Et en complément, des observations ont été réalisées sur les situations de travail en vue d'évaluer en réalité concrètement le mécanisme de gestion mis en place. Il relève ainsi de ces enquêtes et observations un taux particulièrement élevé de non-conformité au tri des déchets biomédicaux. Et pour la plupart des labos visités, le tri se faisait de façon partielle, c'est-à-dire le tri des déchets infectieux et des déchets ménagers se faisait de façon partielle, c'est-à-dire de manière irrégulière ou bien de manière incomplète. En ce qui concerne les équipements de collecte de ces déchets-là, une indisponibilité de poubelles réglementaires a été notée pour la majorité des laboratoires visités, c'est-à-dire des poubelles munies de couvercles étanches avec des pédales à pied, et une insuffisance également des boîtes OPCT, c'est-à-dire des boîtes destinées aux objets piquants, coupants, tranchants, était également notée. Alors, comme vous le voyez au niveau de ces images illustratives, il y avait certains labos même qui utilisaient des bouteilles d'eau vides pour y jeter les déchets OPCT. Et certains labos également fabriquaient leurs propres boîtes OPCT à titre artisanal parce qu'ils n'avaient pas en réalité de boîtes conformes à la réglementation. Relativement au système de codage par couleur des réceptacles, alors parce que vous savez que selon le type de déchets, on a des couleurs des réceptacles qui diffèrent, jaune pour les déchets infectieux, noir pour les déchets ménagers. Donc, certains laboratoires n'avaient pas du tout de système de codage des couleurs et d'autres qui en avaient ne les respectaient pas rigoureusement. C'est-à-dire, on pouvait retrouver des déchets mélangés dans des sachets jaunes qui étaient destinés aux déchets infectieux. Pour ce qui est du transport des déchets, majoritairement, les déchets de ces laboratoires-là étaient transportés vers la zone d'entreposage par manutention manuelle par les techniciens de surface. Et on pouvait également noter d'autres moyens de transport des déchets, tels que l'utilisation de chariots et de brouettes. Alors, ces déchets-là étaient acheminés, on va dire, toutes les 24 à 48 heures vers la zone d'entreposage de ces déchets-là. Et il se trouve que certains des laboratoires visités, sur les 8, 2 structures de santé de ces labos n'avaient pas de zone d'entreposage des déchets. C'est-à-dire, ils venaient stocker directement leurs déchets au niveau d'un point du laboratoire en attendant l'arrivée de la municipalité pour se débarrasser de ces déchets-là. Et donc, les structures qui avaient des zones d'entreposage présentaient une zone à l'air libre, sans clôture, une zone qui n'était pas du tout sécurisée pour la majorité, en tout cas, de ces structures-là. Et le pire, c'est que le stockage de ces déchets au niveau de ces zones d'entreposage se faisait sans distinction et sans séparation. C'est-à-dire que même si le tri des déchets était respecté en amont, au niveau des laboratoires, arrivé à la zone d'entreposage, tous les déchets étaient mélangés. Comme vous le voyez au niveau des photos, il n'y avait aucune distinction, aucune séparation. Tous les déchets étaient mélangés et déposés par terre, ce qui pose un réel problème. Et enfin, par rapport au traitement des déchets, il faut noter que les déchets solides sont essentiellement traités au niveau des 8 laboratoires visités par incinération. Et c'est d'ailleurs la seule méthode de traitement notée
dans le département de Thiès, c'est l'incinération pour la majorité. Les autres structures de santé qui n'avaient pas d'incinérateur acheminaient leurs déchets vers les structures qui en avaient. Alors, pour ce qui est des déchets, pour ce qui est du traitement des déchets liquides biologiques et des déchets chimiques, donc, nous avons noté en réalité un sérieux problème parce qu'il n'y avait pas de traitement préalable qui n'était pas du tout systématique. Et les déchets chimiques étaient directement éliminés dans les lavabos des laboratoires et les déchets biologiques n'avaient pas de réceptacles qui leur sont dédiés. Au regard des écarts de non-conformité notés suite à l'enquête et aux observations, donc des actions doivent être entreprises, à savoir sensibiliser l'ensemble du personnel au tri à la source selon les catégories de déchets, d'afficher les pictogrammes normalisés de danger, les pictogrammes de produits chimiques, de produits tranchants, etc. Donc, de trier rigoureusement, ça c'est essentiel. Il faut vraiment trier en amont, il faut trier au préalable les déchets biomédicaux à la source et il faut aménager suffisamment de poubelles à pédales normalisées avec des couvercles, des sacs compatibles aux couleurs réglementaires et homologuées, comme vous le voyez au niveau des images qui se trouvent à droite. Il faut disposer suffisamment de boîtes de sécurité rigides, conformes à la norme pour les OPCT, d'accord? Éviter donc d'utiliser des boîtes artisanales, remplacer les contenants endommagés par du matériel neuf et surtout installer des récipients fermes, étanches, spécifiquement destinés aux déchets liquides et aux substances chimiques. Et il faut trouver des solutions durables pour les déchets biomolles. Pour ce qui est du transport des déchets, il doit se faire dans des conditions sécurisées, avec du matériel fermé, identifiable, lavable et réservé exclusivement à cette tâche-là. Et il faut également doter les établissements de systèmes de traitement des déchets conformes selon la réglementation. Et enfin, aménager des zones d'entreposage conformes, respectant les critères de confinement, d'identification et de nettoyage réguliers. Alors, les difficultés rencontrées durant cette étude est due, on va dire, principalement à la charge de travail qui était très élevée au niveau du laboratoire avec un déficit en ressources humaines. Alors, autre difficulté, c'est le manque d'implication du personnel. Le personnel n'était pas assez impliqué dans la gestion des déchets biomédicaux, de même que le manque d'implication de la direction des structures de santé visitées pour le renouvellement, en tout cas, des matériaux nécessaires à la gestion de ces déchets biomédicaux. Et donc, en perspective, il faut former le personnel sur la gestion de ces déchets biomédicaux et surtout qu'ils appliquent, parce qu'en réalité, la majorité du personnel est formé par rapport à la gestion, mais ils n'appliquent pas ce qui a été dit ou bien ils n'appliquent pas selon les normes. Il faut élaborer des manuels et procédures de gestion des DBM, partager ces résultats-là avec les responsables locaux et au niveau central, doter le laboratoire des équipements de gestion des déchets biomédicaux et enfin en bon coaching et ou supervision en biosécurité. Alors, merci à tous pour votre attention. Merci au Laboratoire national de référence du VIH pour le LIT, au laboratoire du Centre hospitalier régional de Thiès, à travers son chef de service, Dr Omar Diop, qui nous a donné l'opportunité, on va dire, d'entrer en contact avec les autres laboratoires du département. Et merci également à l'unité mixte de recherche, d'exploration et de diagnostic UMRED, le laboratoire de l'UFR Santé, qui nous a facilité la mise à disposition d'un étudiant pour l'évaluation de cette étude. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Awan Dongba, pour
pour cette très belle présentation, ce partage de cas. Est-ce que vous m'entendez? Conan, qu'est-ce que tu es en train de faire? Vous m'entendez? D'accord. Donc, merci beaucoup. Merci. On vous attend. D'accord. Merci pour ce partage de cas, pour cette très belle étude qui a été faite au niveau de la région de Thiès. Pour ceux qui ne connaissent pas le Sénégal, Thiès se trouve à 70 km de la capitale, Dakar. C'est l'une des grandes villes de ce pays avec une université, de grands hôpitaux. Et comme vous pouvez le voir ici à travers cette présentation, de grands scientifiques capables de mener des études de cette nature. Donc, merci beaucoup vraiment, docteur, pour ce partage qui montre un peu la problématique que nous vivons. Hein. Je pense que beaucoup de gens ici se sont un peu retrouvés dans les images que vous avez montrées. La gestion des déchets dans nos hôpitaux, dans nos structures sanitaires, se fait dans des conditions qui sont pas toujours, dont on n'est pas toujours très fier. Et à quoi est-ce que c'est dû? Est-ce que c'est seulement un problème de moyens ou aussi un problème de formation? Je pense que vous l'avez dit, il y a nécessité vraiment de pouvoir renforcer la sensibilisation. Vous êtes revenu sur différents éléments, je pense le prix des déchets, l'absence de conteneurs adaptés, l'absence d'étiquetage adapté également, mais également surtout par rapport au stockage. Au stockage, comment est-ce que ces déchets étaient stockés en attendant qu'ils soient acheminés vers leur destination ultime, où ils pouvaient être détruits par différents procédés, mais vous avez surtout parlé d'incinération. Vous êtes aussi revenu, je crois aussi, sur la problématique du traitement des déchets liquides, hein, qu'il s'agisse de déchets chimiques ou de déchets biologiques. Voilà, je pense qu'on va peut-être maintenant ouvrir la parole et ouvrir le micro et donner la parole aux différents collègues qui sont connectés. S'ils ont des questions à poser, je vois qu'il y a déjà Mathias qui veut poser une question. Mathias, allez-y. Vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Je rappelle que je suis Mathias, spécialiste en santé communautaire et puis expert en PCI et OSH depuis la République démocratique du Congo. Je félicite le docteur qui a présenté, n'est-ce pas? C'est vraiment une étude qui nous prend, qui nous arrache le cœur parce que nous sommes très intéressés. En effet, ma préoccupation, il y en a une ou deux. Et la première est que dans cette étude, je n'ai pas senti, moi, le rôle de la PCI, la prévention et contrôle des infections, au niveau des laboratoires. Et pourtant, nous savons que le laboratoire est un milieu très sensible à ce qui concerne la contamination. Deuxièmement, il y a le problème des EPI, équipements de protection individuelle. Ce n'était pas ressorti dans cette étude. C'est une étude capitale pour nous et que nous devrions quand même savoir et où est la place des équipements de protection individuelle. Parce que sans ça, nous serons nous-mêmes, n'est-ce pas, une source de propagation des germes et des microbes. Et pour en finir, je voudrais demander au docteur quelle a été la finalité finalement des traitements des organes biologiques qui ont été au niveau des laboratoires après examen. Et finalement, c'est quoi? C'est l'incinération, ou bien on avait enterré, ou bien on avait fait quoi? Voilà un peu mes trois préoccupations. Toutes mes excuses, peut-être que j'étais long. Merci, professeur. Merci, docteur. Merci beaucoup, Mathias. On va tout à l'heure donner la parole à docteur Awa, mais j'aimerais juste peut-être rappeler un peu le principe des formations éco. Pour chaque session, nous essayons d'aborder une thématique bien déterminée. Nous prenons bonne note de vos questions et je pense que docteur Awa aussi l'a fait. Nous essayons de ne pas
comment dire, aborder plusieurs thématiques en même temps. Quand je parle de plusieurs thématiques, ici, je pense que je ne vais pas la défendre, elle va se défendre elle-même. Sa problématique, c'était comment sont gérés les déchets. Pas comment, pas qu'est-ce qui se faisait forcément au niveau du laboratoire en tant que gestion de la biosécurité d'une façon générale. Ici, elle a abordé uniquement comment les déchets sont entreposés, comment ils sont collectés, comment ils sont éliminés. Et peut-être que dans une autre session, on pourra revenir plus largement sur comment se fait la gestion, comme vous dites, la PCI, la gestion du risque infectieux au niveau du laboratoire. Juste, je tenais juste à faire cette petite précision, peut-être pour les autres questions qui vont venir, pour dire que dans cette thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment la problématique de gestion des déchets. Plus largement, celle du risque infectieux, on pourra peut-être y revenir au cours d'une prochaine session. Wopa, vous avez la parole. Merci, professeur. Bonjour à toute la communauté. Vraiment, c'est un réel problème dans nos structures en Afrique de l'Ouest, la gestion des déchets. Alors, bravo pour ces résultats de supervision sur la gestion des déchets au niveau de la région de Thiès. Je voulais savoir ici, est-ce que vraiment dans les structures, parce que j'ai vu au niveau des perspectives, est-ce qu'il n'existe pas de procédures et que ces procédures, normalement, sont appliquées au niveau des structures pour une meilleure gestion des déchets? Et ensuite, je voulais savoir, parmi les structures sillonnées, est-ce qu'il y a des conventions signées entre ces structures et la mairie, par exemple, ou la communauté de gestion des déchets assimilables aux déchets ménagers? Est-ce que ça existait lors de la supervision? Donc, un peu, quand on regarde, comme vous venez de le dire, je me suis dit que vraiment, quelque part, on ne doit pas accuser énormément. Il faut absolument des moyens. Il faut aussi la volonté dans les structures. Il faut le suivi. Parce que ce qu'on a vu, les images qu'on a vues ici, vraiment, je me dis un peu, il n'y a pas de suivi. Comme vous venez de le dire, il y a des risques énormes d'exposition au sang, quelle que soit la nature. Même, par exemple, vous allez voir, si c'est des dépôts qui ne sont pas sécurisés, les enfants ou certains viendront essayer de choses, ça constitue des risques de contamination. Sinon, vraiment, je remercie Dr Ba et toute l'équipe qui a fait cette supervision. Je vous remercie. Merci beaucoup, Wafa, pour ces questions sur est-ce qu'il existe une procédure, est-ce qu'il existe des conventions pour le ramassage des ordures. Et bien sûr, vous avez parlé aussi du risque d'exposition, on va y revenir. Mohamedou Mustafa, vous avez la main levée, vous avez la parole. Vous avez votre micro. Bonjour, professeur. Bonjour. C'est Mohamedou Mustafa Boy, le microbiologiste, mais aussi responsable de la PCI, Prévention et Contrôle de l'infection au niveau du district Nord. Donc, je pense que cette thématique vient à son heure parce que c'est le principal problème que nous aussi nous vivons, c'est-à-dire la gestion des déchets, surtout la phase finale. Parce que je vois que si il y a un pléthore de déchets qui sont regroupés et que vraiment tout finit par être mélangé, c'est parce que c'est l'élimination qui pose problème. Et c'est vraiment le cas pour tout le monde. D'ailleurs, même, on avait interpellé la direction de la qualité sur la quête, à savoir comment on pourrait procéder à l'élimination des déchets. Mais dans tout Dakar, il n'y a que certaines structures qui détiennent les appareils pour l'élimination. Et vraiment, je pense que c'est ça notre problème. Je pense que pour une meilleure gestion, c'est l'élimination systématique. C'est-à-dire doter les structures sanitaires, si ce ne sont pas des incinérateurs ou bien des brûleurs, par exemple, de les doter de banaliseurs électromécaniques qui vont leur permettre, ne serait-ce que de banaliser les déchets. Donc, c'était ça que je voulais apporter comme contribution, professeur. Merci. Parce que là, nous sommes à la phase de pause, en fait, d'éclaircissement. C'est vraiment poser des questions
à Dr Awa par rapport à son étude, mais nous prenons bonne note de vos contributions qui viennent normalement dans la deuxième phase, qui est le recueil des recommandations globales. Mais vous avez raison, il y a à faire par rapport à cette gestion des déchets. Dr Cheikh Diaw, vous avez la parole. Votre micro est fermé, cher. Cher, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez? Non, en attendant, ah oui, allez-y, Bonjour. allez-y. Bonjour, cher. Bonjour, merci, professeur. C'est Cheikh Diaw, je suis ingénieur en biologie médicale au niveau de Goudomp, du centre de santé de Goudomp, ici au Sénégal, quoi. En plus, je suis formateur en biosécurité de la direction des laboratoires pour la région de Sédhiou. Et aussi, je suis expert du IFBA niveau 1 à gestion des déchets de Africa CDC. Voilà, donc on remercie quand même la présentatrice du cas. Et c'est un cas qui est vraiment très intéressant. Voilà, je voulais juste vous demander, parce qu'à un moment j'étais un peu pris et je n'ai pas pu suivre correctement. Je voulais demander, est-ce que pour le traitement des déchets, est-ce que les appareils qui existent sont aux normes et respectent aussi les, comment dirais-je, la gestion des déchets au niveau de l'environnement? Est-ce qu'ils sont en phase avec le code de l'environnement et autres? Et aussi, l'autre question, c'est par rapport au niveau des différentes structures visitées. Est-ce qu'il y a la présence d'un comité d'hygiène, de sécurité et de la qualité au niveau du travail au niveau de ces différents services? Voilà, merci. Merci beaucoup, cher, pour cette question qui porte, je pense, essentiellement sur le type de, comment dire, est-ce que les incinérateurs utilisés répondent aux normes, en tout cas par rapport à la législation en vigueur. Merci beaucoup. Vous êtes au niveau de la direction des laboratoires. On voudrait en profiter pour vraiment féliciter le travail remarquable qui est en train d'être fait en ce moment. Je sais que beaucoup de personnes sont en train d'être formées globalement sur la biosécurité au plan national. Je pense que la gestion des déchets fait partie de la biosécurité. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va donner la parole à Dr Awa. Dr Awa, il y a des questions qui ont été posées. Est-ce que vous voulez essayer d'y répondre déjà? Oui, cher maître, professeur Alimatou, merci beaucoup. Merci à toute la communauté pour l'attention portée à cette présentation-là et pour l'intérêt également manifesté par ces différentes questions posées. Alors, pour commencer avec la question de M. Mathias, relatif à la prévention de contrôle des infections, je pense que vous avez commencé à répondre, professeur, à cette question-là. Alors, nous, en fait, l'objet de cette présentation, c'est de faire une présentation de cas pratiques. Et le cas que nous avons ciblé, c'est sur la gestion des déchets biomédicaux. Donc, nous avons fait focus uniquement sur la gestion de ces déchets biomédicaux au niveau du département de Thiès. Alors, je profite de l'occasion pour répondre en même temps au niveau d'une question posée dans le box de messages. Pourquoi on a ciblé ces laboratoires-là, ces 8 laboratoires-là? Alors, il faut noter que nous avons ciblé l'ensemble des laboratoires de la région de Thiès, mais pour le moment, c'est les données disponibles des laboratoires du département de Thiès qu'on a traitées. Et donc, l'étude est en cours pour les autres départements, à savoir le département de Mbour et le département de Tivaouane. Voilà. Alors, par rapport à sa seconde question sur la finalité du traitement des prélèvements biologiques, ces prélèvements biologiques-là étaient incinérés
en réalité. Ils étaient tous incinérés. Et je le disais tout à l'heure dans la présentation que c'était la seule méthode de traitement, en tout cas observée au niveau du département de Thiès. Alors, pour ce qui est de la question de WOPABA, par rapport à l'existence de procédures de gestion des déchets biomédicaux, certains labos avaient des manuels de procédure, d'autres n'en avaient pas. Et même ceux qui en avaient ne les appliquaient pas, en fait. C'est ça le principal problème. C'est vraiment un déficit ou bien un manque d'application des procédures de gestion des DBM. Et également, pour ce qui est du devenir des déchets ménagers, donc la direction de l'hôpital signe des conventions avec la mairie pour l'élimination donc de ces déchets ménagers-là. Concernant la question de Diao sur le traitement des déchets, alors il demande si les appareils notés, c'est-à-dire les incinérateurs, répondaient aux normes. Alors oui, ils répondaient, en tout cas les incinérateurs fonctionnels qu'on a retrouvés au niveau des laboratoires visités répondaient effectivement aux normes et à la réglementation. Et ceux qui n'en avaient pas en réalité acheminaient directement leurs déchets au niveau de ces structures de santé qui avaient un incinérateur fonctionnel. Relativement à la présence de comités d'hygiène, sécurité environnementale, alors certains laboratoires également en avaient, mais ce comité-là n'est pas toujours fonctionnel malheureusement. Alors je pense avoir passé en revue les questions posées. Ça a été un honneur, cher maître, professeur, de partager ce cas pratique avec cette communauté Ecolab. C'est ma première participation d'ailleurs parce que je suis au laboratoire du centre hospitalier régional depuis moins d'1 an. Et voilà, ça a été un réel honneur. Merci beaucoup encore à C'est vous. pas fini. Bonjour, cher maître, je voudrais poser une question, s'il vous plaît. Oui, docteur Aminata, merci. Allez-y, allez-y. Merci, cher maître. Docteur Mega Daoui-Pointi. Je voudrais savoir si dans vos structures, vous avez par rapport à la gestion des déchets liquides, est-ce que vous avez des stations d'épuration? C'est ma question, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup, docteur Aminata. On va en profiter pour donner à docteur Awa les autres questions qui ont été posées dans le chat. Il y a une question sur la gestion des déchets liquides. Je pense que ça rejoint aussi la vôtre. Tu peux défiler sur le chat, s'il te plaît? Voilà. Quelles sont les meilleures pratiques? Voilà. Est-ce qu'il y a un système de collecte pour le traitement des déchets liquides? Donc, nous avons tendance à verser dans l'évier du labo avec un risque dans les canalisations. Question suivante. Quelle stratégie, comment prévoyez-vous d'éliminer les déchets liquides qui nous posent tous un réel problème de sécurité? Merci, Adia. Il y a une autre question sur quelles stratégies ou solutions durables sont mises en place dans la région de Thiès pour améliorer la gestion des déchets biomédicaux tout en protégeant la santé publique et environnementale. Dernière question. Voilà. Quelles sont les meilleures pratiques pour assurer un tri efficace et sécuritaire des déchets biomédicaux? Alors, docteur Awa, je voudrais vous rassurer, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Je pense qu'on est dans ce forum, sur cette plateforme, c'est pour échanger. Il y a des questions pour lesquelles vous avez une réponse, vous y répondez. Sinon, on va donner par la suite la parole à notre expert qui va elle aussi apporter peut-être ses éléments de réponse. Donc voilà, Awa, quelques questions ont été posées par rapport à la gestion des déchets liquides. Le professeur Maïga a demandé s'il y a une station d'épuration. Et puis globalement, est-ce qu'il y a un programme au niveau de la région de Thiès pour prendre en compte un peu ces défis liés à la gestion des déchets? Vous avez la parole.
Merci, professeur. Alors, il n'y a pas de station d'épuration de ces déchets existant au niveau du département de Thiès. Et par rapport au traitement des déchets chimiques, alors comme je le disais, en fait, ces déchets étaient directement versés au niveau des lavabos des laboratoires. Et il n'y a pas également de stratégie mise en place au sein de ce département-là pour la prise en charge de ces déchets liquides-là. Les réflexions sont toujours en cours, donc on espère en tout cas trouver rapidement une solution durable avec l'appui des laboratoires de référence et de la direction de laboratoire. Voilà, cher maître. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La place des autorités locales dans la politique de gestion des déchets, peut-être que vous n'avez pas non plus la réponse à cette question. Toujours est-il que effectivement, cette problématique de la gestion des déchets que nous générons au niveau de nos structures et qui se retrouvent dans l'environnement est un problème réel et qui interpelle absolument les spécialistes de la PCI. Et nous sommes vraiment contents de les avoir ici avec nous aujourd'hui. Et nous allons revenir à vous tout à l'heure dans la phase des recommandations. Nous allons maintenant donner la parole à notre experte pour voir si elle aussi elle a des questions à poser à Dr Awa. Dr Pauline, vous avez la parole. Merci beaucoup, prof. Merci beaucoup, Dr Awa, pour la présentation. Alors, par rapport aux non-conformités, notamment quand vous dites qu'il n'y avait pas de traitement au préalable des déchets liquides chimiques, cela concerne quel type de liquide exactement? Quel type de déchets liquides exactement? Tu peux poser toutes tes questions comme ça après. Et l'autre question, c'était par rapport aux actions entreprises. Quelles actions ont été déjà mises en œuvre concrètement et lesquelles sont au stade de recommandation simple? Et j'aimerais bien savoir aussi par rapport au transport des déchets, lors du transport manuel, est-ce que les agents portaient des EPI? Et a-t-on enregistré des incidents lors du transport de ces déchets-là? Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Dr Pauline, pour ces questions. Donc, Dr Awa, Pauline vous a posé un certain nombre de questions. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de les noter. L'une porte sur les déchets liquides, comment est-ce qu'ils ont été gérés, si vous avez la réponse à cette question. Ensuite, il y a eu la question du port des EPI qui revient. Donc, je pense aussi dans le transport des déchets, est-ce qu'il y avait, il n'y a jamais eu d'accident reporté, voilà, par rapport au transport de ces déchets. Avant que je vous donne la parole, il y a docteur, je pense, Ousseynou Ndiaye. Si c'est pour une question, vous avez la parole, Ousseynou. Bonjour tout le monde. C'est professeur Koumba qui est avec Ousseynou. Ah, c'est le grand maître. Bonjour, professeur Koumba. Ousseynou, il faut ouvrir la caméra pour qu'on voit le professeur. Merci. Le chevalier de l'Ordre international des palmes académiques du CAPES. Merci, cher maître, d'être présente. Vous avez la parole. En tout cas, on félicite la présentatrice et on te félicite toi aussi vraiment d'avoir mis en place cette plateforme ECHO, qui est vraiment une plateforme d'échange et de renforcement des capacités. La question que je voulais poser, c'est par rapport à Thiès. En tout cas, nous félicitons la présentatrice. Est-ce qu'ils ont eu à travailler avec les collectivités locales? Parce que ce qu'on a vu ici à Dakar, il y a une équipe du CRCF qui est partie au niveau de la décharge, la grande décharge de Bobos, et on a retrouvé des déchets biomédicaux non traités au niveau de ces décharges. Donc là, et les récupérateurs qui sont là sont en train de travailler sans EPI pour récupérer les produits et les utiliser à nouveau dans la communauté. Est-ce qu'au niveau de la région de Thiès, après avoir effectué ce travail, est-ce qu'ils ont eu à travailler avec toute la collectivité et voir les stratégies à mettre en place
et voir comment les décharges pourront être sécurisées vis-à-vis de ces déchets biomédicaux. En tout cas, félicitations encore pour l'initiative et bravo. Bonne continuation. Merci. Merci beaucoup, cher maître. Docteur Awa, voilà, vous avez, voyez, le niveau des questions augmente. Hein? Alors, après, ça dépend de qui pose les questions. Voilà, donc Awa, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher maître. Bonjour, professeur Khan. Alors, c'est un réel plaisir de l'avoir dans cette session, cher maître. Alors, pour répondre à la question de Dr Sen, l'expert de cette session, par rapport au type de produits liquides identifiés. Donc, on avait essentiellement les produits issus des prélèvements, tels que les produits sanguins et les produits urinaires, mais également les produits, des liquides des automates qui devaient être normalement, c'est les produits chimiques qui devaient être normalement traités par autoclavage, mais malheureusement, on n'en dispose pas. En ce qui concerne le port des EPI, alors c'est prévu dans l'étude, au niveau du questionnaire qui a été élaboré, nous avons donc posé les questions et également observé les EPI, non seulement portés par les professionnels de santé, mais également les techniciens de surface qui se chargent d'acheminer ces déchets-là au niveau de la zone d'entreposage. Et donc, c'est des données qui ne sont pas encore exploitées. Mais voilà, l'étude est toujours en cours et par rapport à la question sur les collectivités locales, comment les déchets sont gérés, comment les décharges sont sécurisées. Alors, il faut noter qu'il s'agit d'une étude pilote, comme je le disais à l'entame de mes propos. Donc, c'est une étude pilote sur juste 8 laboratoires au niveau du département de Thiès. Nous sommes en train d'élargir cette étude vers les autres départements et effectivement, c'est une bonne recommandation, en tout cas de la part de notre maître, d'élargir ces études auprès des collectivités locales. Donc, ça va faire l'objet d'autres études qu'on aura confiées à nos thésards au niveau de l'UFR Santé. Voilà, en grosso modo, les réponses que je voulais apporter, professeur Alimatou. Merci. Merci beaucoup, Awa, docteur Awa, pour avoir répondu à ces questions. Il y a toujours la question du traitement des déchets liquides, mais peut-être que tout à l'heure, notre experte pourra revenir là-dessus. Alors, j'aimerais juste, au-delà des quelques recommandations qui avaient été faites par docteur Boy, est-ce qu'il y a d'autres recommandations que les membres de la communauté voudraient bien faire à docteur Awa et plus largement à toute la communauté? Parce que n'oubliez pas que le principe de ECHO, c'est d'apprendre à partir des cas des autres. Je suis sûre que les images qui ont été montrées ici, en tout cas, professeur Koumba vient de nous dire que au niveau de Dakar, de la capitale, on a retrouvé des déchets biomédicaux qui étaient censés être incinérés dans la décharge. Donc, je pense que la situation de Thiès n'est pas une situation isolée. Et donc, on aimerait entendre de la communauté vos recommandations. Si vous avez des recommandations qu'on pourrait faire au-delà d'impliquer, comme ça a été dit tout à l'heure, les collectivités, est-ce que vous avez des recommandations que vous souhaitez faire à Dr Awa? Je voudrais redonner la parole à notre expert PCI de tout à l'heure, Mathias. Est-ce que vous avez des recommandations pratiques sur comment est-ce qu'on pourrait vraiment, qu'est-ce qu'on devrait pouvoir mettre pour prévenir et contrôler justement les infections dans le processus de collecte et transport des déchets? Mathias, vous êtes encore là? Je le vois toujours connecté. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations? Sinon, on va donner peut-être la parole à notre experte. Pauline, est-ce que vous avez des recommandations après avoir entendu cette présentation? Ou est-ce que vous souhaitez d'abord délivrer votre présentation? Je vais d'abord délivrer la présentation. D'accord, donc on va y aller. On va demander à Omar Keïta. Allez-y, vous avez la parole.
Oumar, vous avez la main levée? Oui, j'ai la main levée. Et merci à notre experte. Merci à la présentatrice, cher maître. Merci de nous avoir fait bénéficier de cette formation-là. Moi, ce que je veux, c'est d'élargir la formation, ces genres d'études dans nos hôpitaux. Parce que si le personnel sait que chaque fois, il y a les études qui se mènent à leur service, moi, je pense qu'ils vont continuer à travailler dans l'ordre et chercher à s'améliorer aussi. Donc, c'est ce que je recommande. C'est la poursuite de cette étude au niveau de nos structures sanitaires. Je vous remercie depuis la République de Guinée. Je vous salue. Merci beaucoup, Omar. Merci. Je pense que même dans le chat, nous avons retrouvé des questions qui reviennent sur la formation. Vous avez raison. La formation, elle est essentielle. Est-ce que les gens ont pleine conscience de ce que c'est que les déchets que l'on génère? Comment est-ce que ces déchets doivent être pris en compte? Comment, je vois sensibiliser les acteurs. Il y a quelques participants qui réagissent dans le chat. Engager les fournisseurs lors de l'achat des réactifs à s'impliquer dans la gestion des déchets. Adia, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je pense que tout ça revient, oui, plaidoyer, absolument, plaidoyer pour appuyer un EPI. Merci pour toutes ces recommandations. Nous allons maintenant donner la parole à notre experte du jour qui va nous faire sa présentation et nous allons à la fin revenir sur la synthèse de toutes les recommandations. Donc, Pauline, vous avez la parole. Est-ce qu'on peut lui projeter sa présentation? D'accord. Merci beaucoup. Pauline, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Alors, avant de parler de la gestion des déchets biomédicaux en tant que tels, revenons à la base, c'est-à-dire que sont les déchets biomédicaux et pourquoi cette gestion est essentielle et même obligatoire pour la sécurité et l'environnement. Donc, les déchets biomédicaux sont l'ensemble des déchets produits lors des activités. Produits lors des activités de soins de laboratoire qui peuvent présenter un risque pour la santé et pour l'environnement. La réalité du terrain nous montre à quel point une mauvaise gestion de ces déchets peut devenir problématique. Cette diapositive illustre de manière très concrète la situation actuelle de la gestion des déchets dans certains établissements de santé. On voit clairement plusieurs problèmes sérieux, notamment l'accumulation massive de déchets non évacués, les sacs entassés autour de l'incinérateur dans la cour et même à l'extérieur des zones prévues. Donc, cela montre une rupture totale du système d'élimination. Et le mélange de filières de déchets montre que les sacs de différentes couleurs posés au sol révèlent un tri inefficace, ce qui augmente les risques infectieux et environnementaux. Concernant les risques pour la santé, alors nous avons les risques de propagation des maladies infectieuses, des risques de blessures par aiguilles et autres objets coupants, le risque d'exposition à des produits chimiques dangereux. Concernant les risques environnementaux, nous pouvons noter le risque de contamination des nappes phréatiques et des sols et le risque de pollution atmosphérique due à une incinération inappropriée des déchets. D'où la nécessité de faire une bonne caractérisation des déchets. Pour simplifier la gestion, les déchets produits dans les laboratoires peuvent être répartis en 4 grands groupes. On a les déchets assimilables aux ordures ménagères, les déchets d'activité de soins présentant un risque infectieux, les déchets chimiques, et les déchets liquides mixtes. Et cela doit garantir un tri plus efficace. Alors, quand on parle de déchets liquides mixtes, on peut citer les déchets qui sont issus, par exemple, de notre automate, le Cobas 5800, où on a un mélange de déchets, de réactifs et un peu de matière biologique. Maintenant, nous allons aborder l'aspect tri.
Alors, quand on parle de tri, on parle de séparer les déchets à risque et ceux qui ne sont pas à risque. Donc, ça implique une identification et une caractérisation des différents types de déchets. Après ce tri, il est important de passer au conditionnement. Le conditionnement sert de barrière physique entre les déchets et les agents qui les manipulent, renforçant ainsi la sécurité. Le matériel de conditionnement doit être toujours disponible en permanence au point de prestation. Après le conditionnement, on passe à l'étape de collecte. Après l'emballage primaire, les déchets doivent être placés dans des contenants adaptés pour la collecte interne. L'usage de contenants étanches ou d'un suremballage sécurisé est essentiel pour prévenir toute fuite ou exposition. Maintenant, concernant le stockage, alors nous avons plusieurs niveaux de stockage. On peut parler de stockage intermédiaire qui permet le stockage des déchets pour un ou plusieurs services. Et ensuite, nous avons un stockage qui peut être centralisé, permet le stockage de l'ensemble des dasseries de l'établissement. Et il doit être accessible aux véhicules de transport. Si on évoque l'aspect transport, alors ça permet de limiter au maximum les manipulations. Et il faut noter que le moyen de transport utilisé ne doit servir qu'à transporter des déchets biomédicaux et doit être lavé et désinfecté après chaque utilisation. Donc, l'utilisation de camions de location à usage général est à éviter pour ce type de transport. Maintenant, nous allons passer au traitement des déchets. Alors, pour traiter les DAOM, là, on dit qu'il n'y a pas de traitement en particulier au niveau de l'hôpital. Pour le traitement des dasseries et des OPCT, l'incinération est la méthode recommandée pour cette catégorie de déchets, ou l'utilisation d'un banaliseur par technique de broyage et de stérilisation. On a aussi d'autres méthodes de traitement, à savoir pour les déchets chimiques, l'incinération ou le retour au fabricant est recommandé. Alors, les déchets chimiques non dangereux peuvent être éliminés avec les déchets ordinaires. Concernant les déchets liquides mixtes, il est important de les stocker dans un espace ventilé, sécurisé, dédié et faire collecter par un prestataire agréé pour déchets chimiques dangereux. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple des déchets obtenus avec le cobalt 5800, qui sont des déchets qui contiennent du thiocyanate de guanidium. Et quand on parle de thiocyanate de guanidium, là, il est important de se référer aux fiches de données et de sécurité. Il est important de se référer aux données aux fiches de données et de sécurité. Elles précisent les risques, les incompatibilités et les filières d'élimination adaptées. Ensuite, nous allons vous présenter les techniques de traitement, les avantages et les inconvénients. Alors, pour l'incinération, les résidus peuvent être enfouis. On n'a pas besoin d'un personnel très qualifié. Le coût d'entretien est assez faible. On a une bonne accessibilité. Maintenant, les inconvénients, c'est les disponibilités de pièces de rechange, par exemple. La performance réduite suivant le type de déchet, les conditions souvent incomplètes. Maintenant, lors de l'utilisation de la technique de banalisation, alors là, les avantages, c'est qu'on a une décontamination thermique. On a une destruction des déchets par broyage. On a une réduction considérable du volume des déchets qui sont transformés en fines particules que l'on peut mélanger aux déchets assimilables aux ordures ménagères. Maintenant, comme inconvénient, on a un coût d'investissement élevé, la nécessité de beaucoup d'énergie et la nécessité de locaux adaptés. Après avoir présenté les différents modes de traitement des déchets, il est essentiel d'examiner les exigences réglementaires qui encadrent leur élimination. La norme ISO 1590 de 2020, à travers sa clause 17, fixe les principes indispensables pour garantir la gestion sécurisée, maîtrisée et conforme des déchets au sein des laboratoires.
Donc, la gestion des déchets doit viser à réduire les risques liés à la manipulation, à la collecte, au transport et au stockage et à l'élimination, limiter l'impact environnemental, prévenir les accidents, s'assurer que les déchets dangereux sont manipulés uniquement par le personnel formé, équipé de pays appropriés. Une fois les modes de traitement maîtrisés, il faut maintenant voir comment la norme ISO 1589 de 2022 encadre leur mise en œuvre et leur contrôle par la rédaction de procédures validées pour la gestion des déchets, l'identification et la réduction des risques liés aux différentes étapes du circuit de déchets, la surveillance régulière par des audits et inspections et le suivi des actions correctives. Enfin, nous allons finir en présentant les acteurs impliqués. Concernant le service de santé, on a les acteurs liés au service de santé et les acteurs du service de l'environnement. Maintenant, concernant les services de santé, nous avons le personnel technique et le personnel chargé de l'hygiène. Alors, le personnel technique est le producteur de déchets et c'est l'acteur de première ligne dans le vaste chantier de constitution de la gestion des déchets. Donc, domaine d'intervention dans les étapes de la gestion, ils interviennent au moment du tri et du conditionnement. Maintenant, le personnel chargé d'hygiène est l'acteur principal de la gestion de déchets et le conducteur est main-d'œuvre. Alors, il intervient à l'étape de collecte, de transport, de traitement et d'élimination. Maintenant, concernant les environnementalistes, ce sont les acteurs importants dans le processus de gestion. Comme domaine d'intervention, nous avons la surveillance et tout ce qui est veille, les conseils et recommandations et le respect de la réglementation en vigueur. Donc, les activités de ces services est particulièrement orientées dans la surveillance et la préservation des trois grands compartiments de l'environnement que sont le compartiment sol, le compartiment air et le compartiment eau. En conclusion, nous allons résumer les points clés. Nous avons l'importance de la gestion des déchets médicaux, dont là, il est important de mettre l'accent sur la prévention des risques sanitaires et environnementaux. Comme principale méthode et bonne pratique, il faut le tri à la source, la formation du personnel, l'utilisation des EPI et le traitement adéquat. Et tout le temps, il faut renforcer la formation et la sensibilisation à tous les niveaux. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr. Pauline, pour cette présentation. Tu es revenu sur la définition des différents types de déchets qui peuvent être générés au niveau de nos structures de laboratoire. Comment est-ce que ces déchets doivent être traités, d'abord en commençant par le tri, ensuite le conditionnement, puis l'élimination. Et vous avez fini en précisant quel était le rôle et l'implication des différents acteurs, à savoir les personnes qui génèrent les déchets, c'est nous autres du laboratoire, le personnel chargé de l'hygiène qui va être chargé d'acheminer les déchets vers les structures de destruction, et même dans certains cas être chargé de cette destruction, mais également l'importance du volet environnemental pour voir quel est l'impact finalement de ces déchets que nous générons au niveau de nos structures de laboratoire. Ça n'a pas inclus tous les types de déchets qui peuvent être générés au niveau d'une structure hospitalière, et ça revient un peu à la question qui était posée tout à l'heure par, je crois, Mathias, sur les techniques qui pouvaient être utilisées comme des techniques d'enfouissement de certains types de déchets. En tout cas, c'était une présentation qui était très intéressante. Et je ne sais pas si les membres de la communauté ont des questions à poser à Pauline après sa présentation. Est-ce que vous avez eu vos réponses
Il y a eu des questions qui ont été posées, Pauline, par rapport, je rappelle, la gestion des déchets liquides. Oui, Papi, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher maître, de la parole m'accorder. En fait, moi, je n'ai pas entendu comment l'on peut gérer les déchets, les déchets chimiques. Je prends par exemple, vous avez les réactifs qui sont périmés, les réactifs des biochimiques qui sont périmés. Comment allons-nous les détruire, ces déchets-là? Est-ce qu'il faut les jeter seulement comme ça? Ou bien, bon, je ne sais pas comment il faut les... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle question. Pauline, est-ce que vous avez une réponse pour Papi? Oui. Concernant les déchets chimiques, il est important d'avoir les fiches de données et de sécurité qui donnent des informations clés pour tout ce qui est manipulation, stockage et élimination correcte. Parce que chaque type de déchet est spécifique à une méthode d'élimination spécifique. Donc ça, c'est d'abord la base, connaître le réactif qu'on a et les risques qu'il peut entraîner. Maintenant, pour les déchets liquides, la question a été posée, elle est revenue plusieurs fois dans le chat. Comment est-ce qu'on peut éliminer les déchets liquides? Les réactifs ont été posés. Maintenant, d'autres déchets liquides qui sont générés, par exemple, je prends l'exemple d'un laboratoire d'hémato ou d'un laboratoire de biologie moléculaire. Qu'est-ce qui est préconisé? Alors, si je prends l'exemple de notre laboratoire, nous avons un prestataire qui vient récupérer nos déchets liquides. Donc, ces déchets-là sont stockés dans un endroit ventilé parce que on sait que le cobas, le déchet qu'il produit est très spécifique. Donc, stocké et mis dans des conteneurs dédiés. Et notre prestataire, c'est la Sénégalaise de l'incinération et de la revalorisation qui vient prendre nos bidons et qui va s'occuper de l'élimination. Et je pense que c'est par une méthode spécifique et après, il incinère ça. Ibrahima Diaw, vous avez la main levée. Votre micro est fermé, Ibrahima. Diao, votre micro est fermé. Oui, bonjour à tout le monde. Voilà, je crois que ma question a été prise en compte, c'est-à-dire la gestion des déchets liquides. Je voulais savoir s'il y a une entreprise qui est chargée de gérer ces déchets liquides. Je crois qu'elle a répondu à la question. Maintenant, c'est juste une recommandation par rapport à la gestion de ces déchets, que ce soit liquide ou chimique ou solide. Je crois que ça doit être une obligation dans chaque laboratoire de nommer un responsable, voilà, hygiène, qualité, environnement, sécurité. Parce que si on n'a pas quelqu'un qui est responsable de ces gestions-là, ça sera une problématique. Parce que chacun va attendre son prochain pour qu'il gère les déchets. Mais s'il y a un responsable qui est nommé pour gérer ces déchets-là, je crois que ça sera l'idéal. Voilà, c'était juste ma question, mais c'est déjà répondu. Merci beaucoup, Pauline, pour la présentation. Merci beaucoup, Ibrahima, pour cette très belle recommandation. Je pense que vous avez raison. Il est absolument important d'avoir une personne dans nos laboratoires qui est responsable de l'hygiène, de la sécurité, mais il faut que cette personne soit formée. Je pense que la problématique de la formation, elle est revenue dans le chat. Malheureusement, je n'ai pas les questions qui ont été posées dans le chat sous les yeux, mais il faut absolument qu'on puisse avoir des gens qualifiés pour pouvoir gérer ces déchets. En tout cas, comment les conditionner? Je pense que Dr Pauline est revenue sur la nécessité de bien connaître les déchets que nous avons, s'il s'agit de réactifs de laboratoire, qu'on sache comment est-ce qu'on peut classer ces réactifs-là, il s'agit de quel type d'effet,
comment est-ce qu'on peut les éliminer. Je pense que toutes ces informations peuvent être retrouvées sur ce qu'on appelle les fiches de données et de sécurité. Je vois qu'il y a une main qui est levée. Utilisateur de Zoom. Il y a une main qui est levée. Oui, bonjour, professeur. Bonjour. Oui, professeur, bonjour, professeur Seynabou. Ah, professeur, comment allez-vous? Désolée, hein, j'ai raté une partie de la présentation, mais je tenais quand même à intervenir. Donc, merci beaucoup, professeur, pour cette belle session. Merci également à notre présentatrice de cas et à notre experte. Bon, j'ai suivi le cas quand même, mais j'ai raté les interventions. Ce que je voulais dire, c'est vraiment un thème qui est très intéressant et c'est une problématique dans les hôpitaux, mais surtout au niveau des laboratoires. Donc, moi, je plaide vraiment pour qu'on puisse faire... C'est vrai que les procédures existent, elles ne sont pas respectées, mais bon, à force de sensibiliser, de former et de faire passer la bonne information. Moi, je pense que c'est un problème pour lequel on devrait s'atteler à, en tout cas, fournir des procédures beaucoup plus simplifiées et également inciter, parce que c'est sorti dans son enquête que les autorités ne s'impliquent pas. Parce que ça demande quand même, parallèlement, ça demande des moyens. Il faut vraiment des poubelles qui soient adaptées. Il faut faire le tri. Et pour faire le tri, il faut des sacs poubelles, il faut des poubelles, il faut des conteneurs à aigus. Donc, ça demande une mobilisation de ressources qui dépend vraiment de l'administration ou de la structure ou bien de l'hôpital. Donc, parallèlement également, nous qui sommes biologistes au niveau des labos, nous devons faire de telle sorte que les déchets, surtout les déchets liquides qui sont évacués à travers les éviers au niveau du laboratoire, parce qu'on utilise non seulement des réactifs, mais également on a des produits biologiques qui sont liquides, par exemple les urines. Et donc, il faudrait qu'on pense à comment les éliminer pour protéger non seulement les utilisateurs au niveau du laboratoire, mais également ceux qui éliminent les déchets. Vraiment, c'est un thème qui intéresse tout le monde. Je pense que tout le monde est responsable. Et je me suis retrouvée vraiment dans son enquête parce que nous également, parallèlement ici à Saint-Louis, on a une étudiante médecin qui travaille également sur ces déchets biomédicaux dans le cadre de sa thèse. Et c'est presque les mêmes enquêtes, sauf que nous avons fait aussi bien le laboratoire que les services cliniques. Donc, pour vous dire que c'est une problématique qui est là. Et à Saint-Louis, dans le département de Saint-Louis, il n'y a pas d'incinérateur. Donc, vous imaginez l'ampleur de la problématique. Donc, vraiment, c'est un problème qu'il faut mettre sur la table et saisir toutes les autorités, en tout cas toutes les personnes qui doivent intervenir pour qu'on puisse trouver une solution pour le bien-être des populations. Merci beaucoup et je m'excuse d'avoir été très longue. Merci beaucoup, professeur Seynabou depuis Saint-Louis. Je pense que votre intervention était extrêmement intéressante. Vous l'avez dit, le cas de Thiès n'est pas un cas isolé au Sénégal. Nous le savons. Il existe certes des incinérateurs, mais malheureusement pas dans toutes les régions, comme vous venez de le dire. Les incinérateurs qui existent, est-ce que ce sont des incinérateurs aux normes? Je crois savoir que ces dernières années, on s'était battu pour qu'il y ait, à travers le financement, je crois, du Fonds mondial, l'acquisition d'incinérateurs à double chambre qui permet véritablement de brûler intégralement et d'éviter qu'il y ait une libération de résidus dans l'atmosphère, de résidus nocifs. Où est-ce qu'on en est? Je pense que c'est une problématique vraiment très, très, très prégnante. Il faut qu'on continue à sensibiliser, mais il faut qu'on sensibilise nos autorités à l'intérieur de nos structures hospitalières. Je crois que c'est la première chose à faire. Parce que, vous l'avez dit, il nous faut trier les déchets. Docteur Awa a montré qu'il n'y a pas assez, des fois, de conteneurs. Est-ce que là aussi, j'interpelle, moi, à ce niveau-là, le leadership des biologistes que nous sommes? Qu'est-ce que nous faisons pour amener les directions de nos structures à acheter des sacs poubelles de différentes couleurs? Qu'est-ce que nous faisons pour disposer de ces conteneurs pour les objets piquants, coupants et tranchants?
Je crois que c'est là, c'est ce qui est aussi attendu de nous, qu'en tant que biologistes, qu'on puisse porter le plaidoyer déjà au niveau de notre structure. Et pour porter le plaidoyer, il faut bien sûr faire appel aux risques infectieux. Donc la PCI, vraiment utiliser toutes les notions que nous savons, faire comprendre aux directeurs de nos structures qu'aujourd'hui, le fait de nous aider à mieux gérer nos déchets, ça permet de protéger le personnel, ça permet de protéger l'environnement et ça contribue d'une façon générale à une meilleure gestion du risque infectieux. On n'en a pas parlé, il n'y a pas eu de questions, par exemple, sur comment sont gérées les cartouches de GenExpert. C'est un problème. Donc, je crois que, comme ça a été dit, vraiment, c'est une problématique. La formation, j'ai vu dans dans le chat, beaucoup ont parlé de comités, il faut des sous-comités d'hygiène. Certains ont parlé. Il y a une question importante, Pauline, que je vais te redonner. Conan me fait signe que je sors de mon rôle de facilitateur, mais je crois que c'est une question très importante. Il y a une question qui a été posée sur comment gérer les déchets anatomiques. Voilà. Une autre question a été posée sur les déchets gérés en anapathe, en l'occurrence des pièces opératoires. Mais je vois qu'il y a des réponses qui sont en train d'être données dans le chat. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des réponses par rapport à ces questions? Alors, au Sénégal, je me suis amusée à lire le décret de 2008 où il parle de tout ce qui est collecte et gestion au niveau de l'article 3, 4 et 19. Donc là-bas, il parle d'enfouissement pour les déchets anatomiques. Voilà, dans le décret de 2008. Est-ce que Dr Awa, je pense que aussi il y avait une question qui avait été posée. Est-ce que c'est vrai que les déchets anatomiques, est-ce que par rapport au laboratoire que vous avez eu à évaluer, est-ce qu'il y avait des laboratoires d'anapathe qui étaient, ou c'était seulement biologie médicale? Docteur Awa, vous êtes encore là? Oui, professeur. Alors, ici, effectivement, au niveau du laboratoire de l'hôpital régional de Thiès et au niveau du laboratoire de l'UFR Santé, on avait des déchets anatomiques et tous ces déchets-là étaient éliminés par incinération en réalité. Comme je dis, c'est la seule méthode de traitement de ces déchets ici au niveau du département de Thiès, malheureusement. Maintenant, par rapport à la technique d'enfouissement, moi, ma préoccupation, c'est la contamination. Alors, je parle en tant que toxicologue, c'est la contamination donc des ressources en eau, parce que ces déchets-là peuvent se retrouver au niveau de la nappe phréatique. C'est la contamination également du sol qui me préoccupe par rapport à l'enfouissement. Maintenant, si c'est les normes qui le disent, je suis en phase. Voilà. Merci, professeur. Merci beaucoup. Je pense que alors, il y a ce que les normes disent, mais c'est quand même une réglementation qui date de 2008. Je pense que vous, en tant que toxicologue, ces normes-là, c'est nous qui les faisons, donc c'est à nous de revoir. Je pense que l'intérêt de cette question de la gestion des déchets, elle est manifeste, vraiment à travers les questions qu'il y a eu dans le chat et toutes les interventions qu'il y a eu montrent qu'il va falloir, par rapport aux différentes recommandations. Pauline, est-ce que tu peux nous refaire la synthèse des recommandations qui ont été émises avant que je ne sorte de mon rôle de facilitateur? Alors, je pense que la majorité, la première recommandation, c'est les procédures et la formation. Et qui parle de formation, parle de sensibilisation. Maintenant, la gestion des déchets liquides reste problématique. Donc, il faudra voir comment engager la direction et surtout la direction. Et aussi engager les responsables de laboratoire. Les responsables de laboratoire, c'est nous. C'est nous tous qui sommes connectés. Nous avons tous une responsabilité par rapport à la gestion des déchets que nous générons. Je pense qu'il faut qu'on comprenne que ces déchets ne peuvent pas ça ne peut pas s'arrêter au sac poubelle.
Il faudrait qu'on voit que deviennent ces déchets, comment est-ce qu'ils sont transférés, comment est-ce qu'ils sont éliminés. Je crois qu'il y va de notre responsabilité. S'il y a un plaidoyer à faire, c'est à nous de faire ce plaidoyer pour que ce que deviennent les déchets derrière, qu'on puisse véritablement, en tout cas, nous assurer que ça ne va pas être un risque pour la personne, le technicien de surface qui est venu ramasser ces déchets, pour nous assurer que ce n'est pas un risque pour l'environnement. Lorsque ces déchets se retrouvent dans la nature et qu'il y ait des jeunes, des enfants qui viennent jouer tout autour, donc ces déchets, où est-ce qu'ils doivent être entreposés, où est-ce qu'ils doivent être éliminés, comment est-ce qu'ils doivent être éliminés. Je crois que vraiment, c'est une question éminemment importante et il faut qu'on s'implique vraiment dans l'élimination de ces déchets, pas seulement se limiter à les générer. Docteur Awa, j'espère que au travers de cette présentation, vous avez eu des recommandations qui pourront servir à votre structure. En tout cas, nous voulons vous remercier d'avoir pris de votre temps pour faire cette présentation, pour être venu la faire ici et partager les réalités que vous avez, que nous avons un peu partout au Sénégal, mais également que nous avons, je suis certain, dans la plupart des autres pays. Donc, je voudrais inviter toute la communauté à applaudir Dr Awa et la remercier pour cette présentation. Remercier aussi Dr Pauline qui nous a partagé son expérience et son expertise par rapport à la gestion des déchets. C'est pas un sujet fini, je crois que c'est la première session aujourd'hui. Nous allons revenir là-dessus et nous invitons vraiment tous les membres de cette communauté à partager. Je crois que c'est en partageant qu'on va vraiment s'améliorer. On va voir comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer véritablement la gestion des déchets qui sont en tout cas générés par nos laboratoires. Remercier tous ceux qui étaient connectés. Nous étions plus de 110 participants aujourd'hui. Je crois que ça témoigne vraiment de l'intérêt. Remercier aussi nos maîtres qui nous ont accompagnés, en particulier le professeur Kumba, qui a pris de son temps pour intervenir, le professeur Lo et tous les collègues, d'où qu'ils soient connectés, qu'il s'agisse du Sénégal, de la Guinée, du Mali, de la RDC, la grande RDC, et nous avons même Adia qui est connectée depuis le Pakistan. Donc, merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci bien. Au revoir, merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci, merci à la